On s'est déjà demandé quels sont les contrôles invisibles que les produits subissent avant d'arriver jusqu'à nous. Eh bien, il faut savoir qu'il y a tout un arsenal scientifique pour nous protéger au niveau le plus fondamental, celui de notre ADN. Voilà la question centrale. La réponse, elle se trouve dans un domaine qu'on appelle la toxicologie génétique, et franchement, c'est fascinant. Allez, on plonge là-dedans. Alors, le mot à retenir ici, c'est génotoxicité. En gros, c'est la capacité d'une substance à abîmer notre code génétique. Et c'est exactement ça que les scientifiques traquent pour écarter le moindre danger potentiel. Pour mener cette traque, les scientifiques ont plusieurs outils dans leur sac. Le premier, c'est un peu un détective microscopique. Il utilise des bactéries pour son enquête. C'est le fameux test d'Ams. Alors là, le concept est vraiment brillant. On prend une souche de bactéries, une salmonella, qui a une sorte de handicap. Elle est incapable de fabriquer un nutriment dont elle a absolument besoin, l'histidine. L'idée, c'est donc de voir si la substance qu'on teste va provoquer une nouvelle mutation qui, en quelque sorte, répare ce défaut et permet à la bactérie de survivre. Le protocole en lui-même est d'une simplicité assez élégante. On met ces bactéries handicapées en contact avec la substance. On ajoute même un petit cocktail d'enzymes du foie, la fameuse fraction S9, pour imiter ce qui se passerait dans le corps humain. Et ensuite, on les met au défi, survivre sur un milieu où il n'y a pas d'histidine. Et là, le résultat, il est hyper visuel. Sur la boîte de contrôle sans la substance, on voit juste quelques colonies qui apparaissent par hasard à cause de mutations naturelles et spontanées. Mais sur l'autre boîte, si la substance est mutagène, elle va forcer des tas de bactéries à muter pour survivre. Donc, beaucoup de colonies, c'est un signal d'alarme. La substance est potentiellement génotoxique. Alors pourquoi ce test est si populaire? Eh bien tout simplement parce qu'il est super efficace. Il est rapide, on a les résultats en 48 heures, il ne coûte pas cher, il est fiable et surtout il est standardisé partout dans le monde. C'est vraiment la première ligne de défense pour évaluer la sécurité d'une molécule. Allez, on passe à un deuxième outil, un qui nous donne une image littérale des dégâts. Imaginez un instant qu'on puisse voir l'ADN se casser en direct. C'est exactement ce que permet le test des comètes. Pour commencer, partons d'une cellule saine. À l'intérieur de son noyau, l'ADN est bien rangé, super compacté, enroulé sur lui-même. Tout est en ordre. Mais voilà, si une substance génotoxique entre en jeu, elle peut attaquer cet ADN et le casser, le sectionner littéralement. Ça crée plein de petits fragments qui se détachent du gros paquet. Et c'est là que l'astuce de laboratoire intervient. On applique un champ électrique à la cellule. Comme les fragments d'ADN sont changés négativement, ils sont attirés par le pôle positif et commencent à sortir du noyau. Ce qui nous donne, cette fameuse image de comète qui est aussi belle qu'inquiétante. La tête, bien ronde et brillante, c'est l'ADN qui restait intact. Et toute la traînée, la queue, c'est l'ensemble des fragments d'ADN endommagés qui ont migré. La conclusion, elle est toute simple, mais redoutable. Plus la queue de la comète est longue et intense, plus il y a de dégâts sur l'ADN. Une longue queue, c'est donc un très mauvais signe. Bon, on a vu les mutations sur les gènes, on a vu les cassures de brins. Mais il faut aller plus loin et vérifier s'il n'y a pas des dommages encore plus massifs au niveau des chromosomes entiers. Et pour ça, on a le test des micronoyaux. Alors, qu'est-ce que c'est un micronoyau? En gros, c'est la signature d'une grosse erreur pendant la division de la cellule. C'est comme un petit sac qui contient des morceaux de chromosomes ou même des chromosomes entiers qui ont été perdus en route et qui n'ont pas réussi à rejoindre le noyau principal. Là, la différence saute aux yeux. D'un côté, une division cellulaire parfaite, nickel. De l'autre, une division qui a mal tourné. Et on voit apparaître ce fameux micronoyau, à côté du noyau principal. C'est le témoin d'une anomalie chromosomique. Comment ça marche en pratique? Eh bien, souvent, on va observer les jeunes globules rouges chez un animal de laboratoire. Ces cellules, pour devenir matures, doivent normalement éjecter leur noyau. Si, après ce grand ménage, on trouve encore des micronoyaux qui traînent, c'est la preuve que la substance testée a provoqué de sérieux dégâts chromosomiques. Ok, on a donc 3 tests différents. Comment est-ce que tout ça s'articule? Parce qu'en fait, aucun de ces tests n'est utilisé tout seul dans son coin. Ils font tous partie d'une stratégie globale. Donc si on récapitule, le test d'Ams, c'est le dépistage de première intention pour les mutations sur les gènes. Le test des comètes, lui, donne une preuve visuelle des cassures de l'ADN. Et enfin, le test des micronoyaux, il va chercher les dégâts à grande échelle sur les chromosomes. Chacun apporte sa propre pièce au puzzle. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. La sécurité de notre ADN repose sur une approche combinée. C'est l'ensemble de ces tests qui tissent un filet de sécurité vraiment solide et qui permet de dresser un portrait robot le plus précis possible des risques d'un nouveau produit. Tout ça, bien sûr, ça nous amène à nous projeter un peu. Ces outils sont déjà incroyablement puissants, mais la science, elle, ne s'arrête jamais de progresser.
Qu'est-ce que la prochaine génération de tests va nous apprendre sur le monde invisible qui nous entoure? Bref, la quête de la sécurité, elle, ne s'arrête jamais.